Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. La possibilité de voir Tony Parker à la tête de l'OL, une guerre ouverte en Première Ligue, encore des mouvements du côté de l'UEFA et quelques rumeurs de transfert. Comme hier, on parle de toutes les infos foot de la journée dans cet épisode du Sprint. C'est parti. Alors on commence par le dossier principal, c'est-à-dire la perspective de voir Tony Parker à la présidence de l'Olympique Lyonnais d'ici quelques années. Alors c'est une info qui est relayée par David Loriot du côté de l'équipe, c'est la une de l'équipe ce matin, et il y a pas mal de choses à en dire. Alors le rapprochement entre Jean-Michel Aulas et Tony Parker date pas d'hier, les deux se connaissent apparemment depuis 2008, depuis l'Euro de foot 2008 en Suisse. Ils s'étaient rencontrés via l'intermédiaire de Thierry Henry, à l'époque on regardait les matchs ensemble, et progressivement ils ont tissé une relation, notamment professionnelle. Alors Tony Parker est devenu actionnaire minoritaire de l'ASVEL, et puis actionnaire majoritaire et président en 2014. L'ASVEL, on le rappelle, c'est le club de basket de Villeurbanne et Lyon. Aujourd'hui, OL Group est entré au capital de l'ASVEL, il détient 31,6% des parts de l'ASVEL, donc rapprochement encore plus marqué entre les deux entités. Tony Parker, qui est donc le président du club, est aussi devenu ambassadeur de l'OL, a, comme l'explique David Loriot, participé activement au rachat du Reign FC, donc un club de football féminin aux États-Unis. Donc il a été joué un rôle prépondérant dans cette activité-là, et il sera officiellement membre du conseil d'administration de l'OL lors de la prochaine assemblée générale du club. Donc voilà, il y a des liens professionnels qui unissent les deux hommes depuis une décennie maintenant. Il y a aussi des liens affectifs assez profonds, les deux en parlent. Tony Parker sur Jean-Michel Aulas, on ressent les choses de la même façon, même mentalité, même motivation pour faire bouger les lignes. Sur ça, on se ressemble énormément, on n'est pas de la même génération, donc ça peut paraître assez incroyable, mais c'est comme ça. Avec Jean-Michel, ça se fait au feeling, naturellement. De l'autre côté, Jean-Michel Aulas, en plus de ses qualités professionnelles et humaines, j'ai une grande affection pour lui et tout ce qu'il représente. Si le jour où je souhaite passer la main, ça peut se faire avec une forme de transmission professionnelle mais aussi affective, ça peut être top, c'est un élément dans la réflexion qui n'est pas anodin. Alors les deux affirment dans la foulée que rien n'est fait pour l'instant, qu'ils n'en ont même pas discuté l'un avec l'autre, ça on peut peut-être en douter, mais il y a une certaine concordance des temps. Jean-Michel Aulas parle du fait, il a 71 ans aujourd'hui, et il parle du fait qu'il aimerait, c'est raisonnable d'imaginer qu'à l'orée de mes 75 ans, si on avait un président opérationnel, ce serait bien, donc passer la main d'ici 3, 4, 5 saisons. Et de l'autre côté, Tony Parker, ce n'est pas du tout d'actualité pour l'instant, je suis président de l'ASVEL, je suis content de la position où je suis et j'ai envie de grandir avec Jean-Michel, de continuer d'apprendre de lui. C'est quand même un poste très costaud. Après, on verra dans 4-5 ans. Il ajoute également « Je n'en ai jamais parlé avec Jean-Michel, mais c'est vrai que si un jour il me voit comme cela et qu'il me le demande, je pense que c'est un poste qui ne peut pas se refuser. » Donc voilà en gros les déclarations qui traduisent indéniablement une vraie proximité entre les deux hommes. À la question « Est-ce que Tony Parker à la présidence de l'OL, est-ce que c'est plausible ?» Du coup on est obligé de répondre oui, surtout que je vois pas trop qui ça pourrait être d'autre, il n'y a pas vraiment de prétendant qui se distingue. À un moment, il y a quelques années, on parlait du fils d'Aulas, Alexandre Aulas, mais apparemment, c'est pas nécessairement une position qui l'intéresserait, et puis il me semble qu'il est, Aulas l'a placé davantage sur la succession de Jean-Michel Aulas, mais à la tête de la holding du groupe, donc Allnest, plus business et un petit peu moins lié au sport du coup. Par rapport à Parker, c'est quelque chose qui me séduit plutôt, alors bon, il y a l'aspect vraiment séduction pure, le côté glamour de la personnalité de Parker, bien sûr, énorme joueur, grande carrière, États-Unis, etc. Même Aulas en parle lui-même, ça a aussi des avantages d'un point de vue commercial et business. Il parle du fait que quand il amène Parker à Seattle, notamment pour négocier avec le Reign, tout le monde s'enthousiasme aux États-Unis, pareil en Chine. Donc voilà, il y a cette dynamique-là qui est d'un point de vue premier séduisante. Il y a aussi, je pense, toute la dimension montée en puissance progressive. Alors, l'ASVEL, c'est une structure qui est forcément plus petite que celle de l'OL, mais on est quand même sur un poste relativement similaire, président d'une organisation sportive. Une organisation sportive qui, elle-même, monte en puissance depuis quelques années. Alors, sous Parker, par exemple, l'année dernière, l'ASVEL, c'est champion de France en titre. Donc, champion de France, vainqueur de la Coupe de France aussi. Très belle saison en Coupe d'Europe cette année. Donc voilà, il y a des points positifs à ce niveau-là, et je pense que c'est très raisonnable de continuer à apprendre sur un poste qui ressemblerait un petit peu au poste qui sera amené à occuper s'il devient président de l'OL. Il y a aussi l'idée du rapprochement progressif entre les deux entités, donc la rentrée au capital de l'OL du côté de l'ASVEL, mais à terme on va sans doute faire l'idée d'un OL Basket. Voilà, en tant que supporter de l'OL, je dirais que c'est quelque chose qui me convient, et je dirais aussi que
à mesure que les années passent, je vois Aulas décliner dans ses qualités, dans sa communication, etc., comme tout le monde. Et du coup, je trouve que l'idée d'un passage de témoin et de réussir ce passage de témoin, je le vois comme, en fait, tout simplement un des moments clés de l'histoire du club. D'ici quelques années, on le verra peut-être comme un des 5 ou 6 moments les plus importants de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Et en football, comme ailleurs, une succession réussie, c'est absolument déterminant. Alors ensuite, à voir quelle forme prendra le processus de décision. Là, c'est pas le seul décideur, la famille Sédou qui est importante, en tout cas Jérôme Sédou, et il faudra voir si lui choisira Parker aussi, dans quelles circonstances. Il y a plein de choses qui peuvent changer, peut-être que d'autres propositions peuvent séduire Tony Parker dans le basket par exemple. 4 ans, 5 ans, c'est long, mais pour l'instant, c'est plutôt un oui pour moi. On passe en Première Ligue, et alors on évoquait dans l'épisode d'hier la volonté partagée qu'il existait entre certains acteurs, certains clubs, la Première Ligue elle-même en tant qu'institution, de réduire le salaire des joueurs de 30% environ pour financer notamment les ligues inférieures, mais également le système de santé publique, la NHS. Hier, réunion entre l'association des joueurs anglais, donc l'équivalent de la UNFP chez nous, la PFA, et les clubs, gros désaccord. Comme rapporté par l'Athletic dans cet excellent article, les joueurs estiment que leurs dirigeants les ont jetés en pâture sur place publique et veulent utiliser cette baisse de salaire comme quelque part un acte de relations publiques, de communication. En fait, l'idée des joueurs, c'est qu'ils sont OK pour cette baisse de salaire, mais pas pour que les dirigeants en profitent et pas pour que ça passe par les clubs eux-mêmes. Ils sont OK avec cette baisse de salaire s'ils peuvent donner directement l'argent aux causes qu'ils estiment valables, comme le système de santé publique. Alors la PFA explique notamment que en fait, les taxes qui sont prélevées sur leur salaire, les impôts qui sont prélevés sur leur salaire, sont conséquents, comme on le sait pour les joueurs de foot, et sont essentiels dans le financement de services publics. Du coup, une réduction pure et dure des salaires, c'est aussi une réduction des impôts, et finalement, c'est une mesure qui serait contre-productive, qui servirait, selon l'association, surtout à redorer l'image des clubs et des dirigeants. Alors avant de faire le point transfert, on enchaîne sur les 2 dernières nouvelles, plus ou moins directement liées à la crise du coronavirus. D'abord, on a parlé hier du fait que le Borussia Dortmund mettait à disposition le Signal Iduna Park en tant que centre de traitement. C'est également quelque chose que souhaite mettre en place l'Olympique de Marseille. Alors, dans un communiqué publié sur le site officiel du club, plusieurs mesures ont été prises. La mise en place d'une bâche géante sur la façade du stade en l'honneur des personnels soignants et également tous les soirs à 20h l'illumination du stade, mais le communiqué précise qu'en parallèle, le club propose la mise à disposition de ces infrastructures, donc à la fois le stade mais également le centre d'entraînement de la commanderie, par exemple, c'est précisé, dans le cadre de campagnes de tests de masse qui pourraient être réalisées par les autorités sanitaires dès la sortie du confinement, l'hébergement de personnel soignant, le stockage de matériel et nourriture, la distribution de biens aux individus en souffrance. On passe au transfert et en premier lieu, celui que j'ai trouvé vraiment le plus intéressant, c'est la possibilité de voir le jeune prodige de Valence, Ferran Torres, à la Juve. Apparemment, selon Tuttosport, la Juve est très intéressée et dans le cadre de cette opération, pourrait se séparer soit de Douglas Costa, soit de Federico Bernardeschi, voire les deux. Moi j'aime beaucoup les pics qu'est capable d'atteindre Douglas Costa sur certaines situations, c'est vraiment un gars qui peut débloquer une rencontre. Après, je crois qu'il est trop souvent blessé pour que la Juve puisse vraiment en tirer profit. Pour Bernardeschi, c'est un peu différent, mais 3 saisons plus tard et 40 millions d'euros plus tard, je suis pas sûr que le retour sur investissement, là aussi, soit extrêmement intéressant. Donc, à voir ce qui se produira par rapport à Ferran Torres. On parle aussi de la possibilité pour la Juve de se séparer de Daniele Rugani ou de Mattia De Sciglio, peut-être dans le cadre d'un échange. Pour Ferran Torres, qui est sans aucun doute un des stand-out players, un des prodiges de la saison en Liga, sa clause libératoire est à 100 millions d'euros, mais apparemment, Valence serait prêt à en accepter autour de 60 millions. Le truc, c'est que son contrat expire en 2021, il a 19 ans, il vient d'avoir 20 ans, pardon, il avait 19 ans il y a quelques semaines, il veut pas prolonger son contrat, qui expirera donc l'été prochain, et apparemment également selon Tuttosport, la connexion entre le patron de Valence, Peter Lim, et l'agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, pourrait jouer un rôle dans cette transaction. Ensuite, du côté du Barça, évoqué rapidement la possibilité de voir Junior Firpo quitter le club et rallier Naples. À voir quelle forme cette opération prendrait, il me semble que Naples, et comme souvent pour beaucoup de clubs dans ce genre de situation, privilégierait plutôt un prêt avec option d'achat, minimiser les risques, pas quelque chose que souhaiterait le Barça, donc ça aussi, quelque chose à suivre. Et enfin,
en parlant transfert, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai un des maillots qui est accroché derrière moi, c'est selon Photomac, donc journal turc, Fenerbahçe aurait un œil sur Laurent Blanc pour lui proposer le poste d'entraîneur donc au début de la saison prochaine, avec pour objectif d'être sacré champion de Turquie. Enfin, quelques points pêle-mêle pour finir. Déjà, on parlait hier de la possibilité de voir Accor, le sponsor maillot principal du PSG, ne pas payer la deuxième partie du montant qu'il devait payer au club. C'est pas le cas. Alors, soit Sébastien Bazin s'est trompé, et c'est une info qui est relayée par certains, soit il y a eu une erreur de communication, mais apparemment, il s'agirait plutôt des droits de l'année prochaine qui seraient en suspens, mais la deuxième partie a été payée, donc le PSG va toucher tout l'argent qu'il devait toucher de la part d'Accor. L'information clé de cet épisode, c'est bien sûr le fait que Marco Llorente a nommé son chien Anfield, donc en référence à sa prestation extraordinaire du côté de Liverpool il y a quelques semaines. Voilà, je pouvais pas laisser ça passer. On devait parler également de la reprise du championnat tadjik. Alors ça pour le coup je trouve que c'est plutôt intéressant. Il y a 4 championnats dans le monde où le football continue à se jouer au niveau professionnel. Donc c'est le Tadjikistan, le Nicaragua, la Biélorussie et donc le Burundi, où les cas de coronavirus sont soit inexistants comme au Tadjikistan. Il me semble qu'il y a encore 0 cas, en tout cas déclaré, ça vaut ce que ça vaut, mais 0 cas au Tadjikistan. Pour les autres, c'est pas 0, mais 3 ou 4. Malgré l'inquiétude de plusieurs acteurs dans ces pays-là, malgré le fait que les matchs continuent à se jouer à huis clos, on a du football. Alors hier, c'était notamment la finale de la Super Coupe au Tadjikistan, et le club basé à Dushanbe, la capitale, le club d'Istiklal, l'a remporté. Club qui a remporté l'année dernière le quadruplé national, qui est champion en titre depuis 5 ou 6 saisons, il me semble. Voilà, le foot continue dans des circonstances un petit peu compliquées. Et le foot continue aussi dans une certaine mesure au Bayern Munich, où les joueurs viennent de reprendre le chemin de l'entraînement. Alors c'est des séances aménagées, en gros ils sont 4 ou 5 par séance, des exercices où ils sont prévus qu'ils ne se croisent jamais. À la fin on leur donne un repas et ils mangent chez eux, pas au club. Donc voilà, contact limité au maximum, mais également la volonté de reprendre le rythme le plus tôt possible. En tout cas, voilà les amis, c'est la fin de cet épisode du Sprint et j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je voulais surtout prendre un petit moment pour vous remercier de tous les retours que vous m'avez fait hier. À chaque fois que je lance un nouveau concept, nouveau format comme ça, il y a toujours l'appréhension de savoir si ça va vraiment vous plaire, si c'est quelque chose qui est pertinent pour la chaîne. Et vous avez été super élogieux, vraiment vos retours sont extra, donc ça me fait vraiment plaisir et ça me rassure. Je suis content parce que, bon, à la fois je fais ces vidéos pour moi, j'adore les faire, même c'est un plaisir d'être en interaction avec la matière foot, ça m'apporte énormément, mais bien sûr je les fais aussi pour vous, donc si tout le monde est content, c'est quand même l'idéal. Alors si cette vidéo vous a plu, cette vidéo en particulier vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like pour le référencement, ça m'aide énormément, vous le savez. Si vous voulez pas rater le prochain épisode, j'espère demain en fonction de l'actu, mais si vous voulez pas rater le prochain épisode du Sprint, les prochaines analyses, toutes les vidéos qui arrivent, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, ça m'encourage beaucoup. Et puis si vous avez aimé mon maillot, je vous mettrai le lien en description comme d'habitude, nouveau site que j'utilise en ce moment, donc voilà, si ça vous intéresse et que vous trouvez des bonnes affaires, je vous mettrai le lien qui convient. Alors d'ici la prochaine fois, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer comme d'habitude une excellente journée, une excellente soirée aussi. Prenez soin de vous surtout et on se dit à très vite. Bisous.